Bienvenue tout le monde dans un nouvel épisode du vlog du comics. Cette semaine, on commence la série Inferno. Inferno, c'est ce qui arrive en Krakoa quand tous les pires catastrophes qu'on pouvait imaginer pretty much arrivent en même temps. On commence avec une citation de la BD. La citation vient du Omega Sentinel lui-même. Someone remembers, it's why they keep coming. Cette citation-là va être très importante dans la BD Inferno parce que la Sentinelle Nimrod, celui qui va devenir le robot tout-puissant qui va pratiquement annihiler la race humaine et mutante en entier à lui tout seul, est venu à la conclusion que si les mutants continuent à l'attaquer, malgré qu'à chaque fois qu'il se fait attaquer lui-même, il annihile complètement ses adversaires et les fait disparaître de la surface, sans possibilité que ces adversaires-là transmettent le moindre message. S'ils reviennent continuer à combattre, c'est qu'ils se souviennent de quelque chose étrangement, et s'ils se souviennent de quelque chose, c'est qu'il n'a pas fait son travail assez bien et qu'il doit trouver une solution plus permanente à son problème. Donc, ça continue de montrer que les mutants voient Nimrod comme un problème, mais qu'évidemment, Nimrod voit les mutants comme un problème, et que les deux vont juste tenter indéfiniment d'éliminer l'autre, puisque l'existence de l'autre est un problème même à leur existence à eux. La BD commence alors qu'Emma Frost réveille Charles Xavier et Magneto de leur œuf de Krakoa, leur œuf qui leur permet de revenir à la vie, et leur dit « To me, my X-Men ». En petite phrase sarcastique à Charles qui a tendance à dire ça quand il ramène quelqu'un à la vie. Ce qu'on finit par apprendre dans le rapport, c'est que Charles Xavier puis Magneto essaient depuis plusieurs tentatives de complètement mettre fin au laboratoire Arrakis. Comme on se souvient dans House of X, Power of X, Arrakis est une station humaine qui vit dans l'espace et qui a comme objectif de détruire la race mutante avant qu'elle devienne trop forte pour que l'humanité puisse la gérer. On voit donc un rapport de plusieurs tentatives, entre autres 13 tentatives que je trouvais tellement drôles, parce que c'est le genre d'informations que moi me passionne dans un univers. Entre autres, on se rend compte qu'à la première tentative, il n'y a que Domino qui a réussi à échapper à la situation. Dans la tentative numéro 2, Mystique a créé le Gateway. Dans la tentative numéro 3, Magneto a essayé de push la Forge d'Arrakis, son laboratoire, jusque dans le soleil. Mais il combattait contre tous les réacteurs spatiaux de la station spatiale, puis il n'a pas été capable de pousser assez fort pour être capable de vaincre les moteurs, et il a fini par mourir d'un anévrisme. Dans la tentative numéro 4, X-Force a réattaqué, encore la même team qu'on a l'habitude de voir dans les BD d'X-Force. Dans la tentative numéro 5, Nimrod a même renvoyé les corps. Dans la tentative numéro 6, Magneto a créé un conduit de mutant pour essayer d'amplifier ses pouvoirs alors qu'il essayait de tirer la force jusque dans le soleil en étant caché derrière le soleil, donc en servant de la puissance gravitationnelle du soleil plus sa puissance magnétisme à lui pour essayer d'apporter la forge jusque dans le soleil. Mais il a quand même échoué. Puis après ça, il y a plusieurs autres tentatives, dont Mystique, et la X-Force continue d'attaquer continuellement, mais ces tentatives-là mènent jamais à rien, malheureusement, parce que Nimrod s'adapte trop vite. Donc on passe tout de suite à la tentative numéro 14 alors qu'X-Force rentre pour une nouvelle fois dans Arrakis pour aller se battre contre Nimrod. Nimrod apparaît devant eux parce que c'est pas long que Nimrod décide de combattre et premier mutant qui décide d'éliminer c'est Domino parce qu'aussi bien enlever la chance du côté de ton adversaire c'est un move à faire. Pour être capable de vaincre le pouvoir à Domino, qui est celui d'être toujours à la bonne place au bon moment et d'éviter toutes les choses qui arrivent à elle, il a décidé de remplir la pièce avec tellement de bombes que c'était juste physiquement impossible d'esquiver, peu importe comment chanceux t'es. Un moment donné, si 100% de la pièce est en feu, t'as beau être chanceux, tu vas quand même carboniser. Donc évidemment, pas capable d'esquiver assez de bombes, elle finit par avoir une bombe collée aux jambes, explose et meurt. Kid Omega, un très fort télépathe et membre de la X-Force, décide de s'attaquer directement au programme de Nimrod, mais Nimrod fait juste téléporter sa conscience dans un autre de ses corps, laisse son corps se faire détruire, revient en une seconde avec son deuxième corps et met fin à la vie de Kid Omega. Le dernier à survivre, comme pratiquement à tous les atomes, c'est Wolverine, parce qu'il est un peu plus long à se débarrasser de lui habituellement, comme avec sa régénération, un peu plus difficile à tuer. Donc, Nimrod ne fait que prendre Wolverine, le désintégrer et briser entièrement son squelette d'adamantium et on passe à autre chose. Ici, on voit qu'il n'y a pas juste Nimrod qui analyse, toute l'équipe derrière Nimrod, l'équipe d'Arrakis, analyse les squelettes envoyés par eux, puis analyse surtout les squelettes de Wolverine un après les autres. D'un, ça te fait une belle quantité d'adamantium, mais de deux aussi, ça leur permet de se rendre compte que la technologie de clonage, ou ce qui anticipe être la technologie de clonage mutante est vraiment efficace parce que les Wolverines sont identiques. Alors que pourtant, le secret de résurrection de Krakoa est censé être un secret d'État. Donc, si quelqu'un vient à cette hypothèse-là, ça peut être dangereux pour la survie mutante.
Donc, la scientifique d'Orkis émet ses théories, elle pense à des copies, des clones, une sorte de reconstitution de doppelganger, peut-être une copie due à un pouvoir mutant. Ils savent pas, mais ce qu'ils savent, c'est que chaque fois qu'ils se font attaquer par les mutants, la capacité à Nimrod de s'adapter et de les tuer est beaucoup plus rapide. Entre autres, cette fois-ci, ça ne prend à Nimrod que 7 minutes à tuer 3 mutants qui sont une force de frappe assez considérable. Cette scène est coupée pour retomber dans le passé pour nous rappeler House of X et Power of X et le moment dans lequel on avait enfin assisté à la destruction complète de l'univers de Moira dans la trame dans laquelle elle avait essayé de créer le Cure qui permet de guérir le gène mutant et que Destiny puis Mystique avaient complètement attaqué son laboratoire, tuant tout le monde sur le passage et disant clairement à Moira que si elle retentait une fois dans sa vie de créer cette Cure-là, Destiny allait la tuer. Destiny allait toujours savoir, à cause de ses pouvoirs de précognition, que Moira allait être dans son chemin, dans le chemin des mutants, et donc allait venir la tuer, peu importe ce qu'elle allait faire. Et comme Destiny est plus vieille que Moira, ses pouvoirs de mutant vont toujours se déclencher avant ceux de Moira. Destiny prend évidemment aussi le temps de lui rappeler que si Moira essaie de la tuer, ses pouvoirs de précognition vont lui permettre de savoir que quelqu'un essaie de la tuer et donc un peu ruiner sa tentative d'assassinat. Évidemment, Destiny lui donne le choix de soit se ranger du côté des mutants et aider son peuple au travers toutes ses vies et au travers la durée de son pouvoir, ou de se laisser mourir dans toutes ses vies par Destiny. Évidemment, au début, Moira est réticente à l'idée, mais Destiny finit par lui rappeler quelque chose de très important. C'est que malgré que le pouvoir de Moira lui permet une certaine forme de réincarnation ou un reset de la timeline, son pouvoir est limité à certaines conditions. Entre autres, Moira ne doit pas mourir avant que ses pouvoirs de mutant se développent. Si son pouvoir de mutant se développe, on va dire, à 8 mois dans le ventre de sa mère, mais si à la naissance, elle n'a seulement que 3 mois de création, sa mère se fait tuer, la timeline va continuer puis Moira viendra jamais au monde, et donc ses pouvoirs s'activeront jamais. C'est à ces moments-là que Destiny lui dit qu'elle, avec ses pouvoirs de voir le futur, elle voit à Moira peut-être autour de 10 vies. 10 vies, maybe 11, peut-être 11. Dans House of X, Power of X, on hésite déjà à savoir si on est dans la 10e, dans la 11e, est-ce qu'on a vu la 10e pour nous préparer à la 11e, mais dans tous les cas, on commence à se douter que ce qu'on est en train de lire, c'est une des dernières chances que Moira a pour régler les choses, régler la survie de la race mutante avant que celle-ci soit complètement annihilée. Et évidemment, une fois que leur conversation est terminée, Destiny décide de tuer Moira et demande donc à Pyro de mettre fin à cette trame de la timeline et on passe à la prochaine. Par la suite, je passe un moment de la BD dans lequel on voit Orkis parler à ses alliés et plusieurs alliés parallèles à Orkis essayer de se mettre ensemble pour vaincre les mutants, ou du moins se communiquer des informations pertinentes pour vaincre les mutants. Et donc, on passe tout de suite à Moira qui a une conversation avec Charles Xavier puis Magneto parce que c'est rare, les deux l'ont cachée dans les souterrains de Krakoa pour que personne puisse vraiment la trouver parce que l'existence de Moira est un problème. Pour beaucoup de personnes, si vous appreniez que si elle meurt, tout ce que vous avez fait ne sert à rien parce qu'on va recommencer la timeline, beaucoup de personnes arrêteraient de vivre. Ça rend notre vie vraiment moins pertinente si notre vie n'existe que dans la bonne volonté de Moira, si elle-même reste en vie. Et si vous vous souvenez des débuts de la création de Krakoa, il y a quelque chose que Moira l'avait demandé, c'est que Destiny ne soit jamais ramenée à la vie par le processus de résurrection. Ça faisait partie des termes qu'elle voulait mettre au clair parce qu'elle a peur pour sa vie. Comme Moira ne veut pas mourir et perdre encore une fois tous les efforts qu'elle a fait, elle a deux craintes majeures. La première est Nimrod et la deuxième est Destiny. Puis en ce moment, Moira commence à battre trip parce que Nimrod, à chaque fois qu'on essaie de l'attaquer, devient plus fort et gagne. Et bientôt, vous allez voir pour la deuxième. Ce qui mène à une conversation entre Charles Xavier et Moira, c'est que Charles essaie de comprendre si Nimrod est une inévitabilité. Parce que en ce moment, la raison pourquoi Charles Xavier et Magneto travaillent ensemble, c'est que quand Moira a essayé dans plusieurs vies de régler le problème Nimrod, elle a toujours essayé avec les deux séparés. C'est la première fois que les deux travaillent réellement ensemble. Et les deux étaient persuadés qu'en travaillant ensemble, ils pouvaient régler Nimrod, mais là, ça fait plusieurs tentatives. Puis on n'est pas proche de réussir à le vaincre. Fait que Charles essaie de demander, est-ce qu'on a déjà essayé dans une de ces dimensions-là de travailler avec Nimrod? Donc pour continuer cette conversation-là, Magneto demande si on a déjà essayé d'être leurs allies aux machines. Donc Moira dit, vous essayez de devenir amis avec la mort elle-même ou même essayer comme de faire confiance au cancer, c'est juste une procédure étrange qui fonctionnera jamais.
Elle dit « Depuis le début, j'ai été très clair avec vous qu'il y a deux seules choses qu'on doit avoir peur. La première, c'est un emergence of a living machine that until recently did not exist, Nimrod. Puis la deuxième, c'est a woman who is dead who must not be brought back, Destiny. » Il y a aussi une petite conversation avec Moira dans laquelle elle apprend que Charles Xavier et Magneto l'ont un peu drogué avec une puce qui lui permet de savoir en tout temps lorsqu'elle prend une gate pour se téléporter. Parce que comme Charles dit, c'est la personne la plus importante au monde. Si Moira meurt, tous les efforts qu'on fait, peu importe qui on est dans la planète, n'a servi à rien puisqu'on recommence tous à zéro. Et c'est à ce moment-là que Moira dit enfin son plan, ou du moins ce qu'elle aimerait le plus qui arrive à Charles Xavier et à Magneto, qui est que regarding Nimrod, ils ont à peu près quelques années devant eux, le temps qu'un Nimrod atteint son paroxysme, sa version parfaite. Et elle dit, pendant que Nimrod va prendre ces années-là pour devenir plus fort, eux doivent faire de même, tout simplement, et outgrow le rythme d'évolution de Nimrod, au point où quand ils vont arriver en haut les deux de leur pyramide de force, ben, les mutants soient tout simplement plus forts. Et pour régler le problème de Destiny, elle demande tout simplement à ce que le backup de Destiny soit erased de Cérébro entièrement. Garder Mystique sur le conseil, c'est une façon que Charles et Magneto avait d'empêcher la résurrection de Destiny en continuant à donner des missions importantes à Mystique et en lui disant qu'à force de les accomplir, Destiny serait ramenée plus vite dans la liste de réincarnation, mais que si elle refusait ces tentatives, elle perdrait sa place au conseil et perdrait la possibilité de voir revenir Destiny. Donc évidemment, si on enlève tous les backups de Destiny, on doit enlever Mystique du conseil. Pour ce faire, Moira propose à Charles de faire un conseil dans lequel il sera question de changement et de parler des problèmes qu'on a avec les sites manquants, entre autres. Donc Magneto va modifier un peu Cérébro pour enlever toutes les données par rapport à Destiny. Charles Xavier va convaincre M. Sinister de lui donner les dernières samples de DNA de Destiny. Et les deux reviennent à Moira une fois que le travail a été accompli. Et ça, on peut comprendre que Moira a un peu de rancœur, mais elle dit que Destiny, dans le fond, n'aura jamais le droit de respirer la même air qu'elle sur Krakoa. Elle veut complètement la brûler, l'éradiquer de l'existence en elle-même, complètement enlever les possibilités qu'elle puisse revenir, qu'on arrête de parler d'elle, bref, que son existence soit effacée de l'histoire. Pour faire suite à la conversation avec Moira et Charles Xavier, on voit Scott Summer qui, comme il est devenu un X-Men récemment dans la nouvelle Team X-Men, a décidé de renoncer à son poste de commandant des armées de Krakoa et de donner son poste à une autre personne comme il n'aura pas le temps d'être à l'extérieur de Krakoa en train de faire des Team X-Men et gérer la défense intérieure de Krakoa comme commandant. C'est comme impossible pour lui d'être à deux places en même temps. Donc, on release le poste et on le donne à une autre personne qui le mérite plus. Et cette personne est Bishop. Donc Bishop se fait couronner par Ororo Storm elle-même et devient le commandant des armées de Krakoa. Bishop a une super bonne expertise militaire, très bon mercenaire. Ses pouvoirs sont très utiles en combat. Je vous invite à aller la lire. Sa liste complète disponible un peu partout sur Internet, si c'est quelque chose qui vous intéresse. Ou si vous voulez le voir en action, vous pouvez le voir dans la série de BD Marauders. Une autre des modifications faites au commandant, c'est de remplacer Gorgon, qui était le bras droit d'Apocalypse. Comme il est mort dans le tournoi des épées host par Saturnine elle-même, mais Psylocke sera la remplaçante de Gorgon. Pas mal sûr qu'elle va faire la job efficacement. Donc on suit le moment cérémoniel dans lequel on choisit les nouveaux capitaines pour faire un conseil officiel du gouvernement, dans lequel Charles Xavier dit qu'il est peut-être temps, comme on vient de changer de capitaine, d'embrace cette période de changement et de proposer une nouvelle façon de faire les choses. Charles explique par le fait même que ça sert à rien de créer une société utopique si tu pourras jamais en profiter parce que tu vas travailler au gouvernement toute ta vie. Entre autres, ils se sont rendus compte qu'il n'y a aucune façon officielle dans leur gouvernement de démissionner. En fait, si tu te fais donner le poste, t'as pas le choix de le faire jusqu'à ta mort, mais tu peux pas mourir parce qu'à chaque fois que tu meurs, tu te fais réincarner, donc t'es pris dans une loupe sans fin d'être un employé du gouvernement. Pour éviter des départs impromptus comme celui de Jean Grey quand elle est devenue une X-Men et créer juste des troupes et des power vacuum, ils ont décidé de créer cette période de changement dans laquelle n'importe quel membre du conseil pourrait à tout moment tout simplement émettre sa démission ou sa volonté de démission et que le conseil devrait proposer ensemble des nouveaux noms. Donc, la méthode se ferait tout simplement par discussion et par obtention de majorité. Quand Charles termine son discours, Mystique prend parole et dit que c'est une très bonne idée que Charles a eue. Charles est même content, ça va dire à Mystique qu'il est content qu'elle ait le même point de vue, parce que les deux, Magneto et Charles Xavier, veulent travailler ensemble pour que Mystique step down du conseil, mais Mystique, au lieu de proposer sa démission, vient plutôt avec une contre-offre alors qu'elle a quelqu'un à proposer
Et dès que Mystique termine sa proposition, même avant qu'elle dise le nom, on réentend cette divination de Destiny dans les derniers mots qu'elle avait dit à Mystique, qui est « Not the first but the last, this place will seem to be hope for her kind. When those days come, remember these words, bring me back. And if you cannot, if they will not, then burn that place to the ground. » Et on dirait que notre cher Mystique a trouvé une façon de ramener Destiny sur le conseil pour prendre la place d'Apocalypse. Et oui, malgré que Magneto a tempered avec Cerebro et que Charles Xavier a essayé de détruire le DNA, on sait pas encore comment, mais Destiny is back. Et on va voir qu'est-ce que le futur nous réserve. Merci d'avoir écouté tout le monde, puis au plaisir de se voir sur Inferno numéro 2 et n'importe quelle autre vidéo du vlog du comics. À plus tout le monde!